I see lilacs in the rain, and you are with me again. When April sprinkles her dreams in my heart. Madame Élyséon, depuis le 21 février, vous êtes la présidente de la DILCRA. La DILCRA, nous dit-on, est chargée de concevoir, de coordonner et d'animer la politique de l'État en matière de lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT. Suite à l'un de vos signalements, mercredi dernier, le directeur de l'hebdomadaire Rivarol, Jérôme Bourbon, a dû se rendre à une convocation de la police judiciaire. L'avez-vous dénoncé parce qu'il aurait écrit contre les Noirs, les Arabes, les Juifs ou les homosexuels? Non. L'article signalé questionne la version officielle du massacre d'Oradour-sur-Glane. Jérôme Bourbon sera donc poursuivi pour contestation de crimes de guerre. Sachant qu'à Oradour, des Waffen-SS auraient anéanti un village de la France profonde, il s'agit d'un drame franco-allemand dans lequel ni le racisme, ni l'antisémitisme, ni l'homophobie n'ont joué le moindre rôle. Par conséquent, la DILCRA n'avait aucune raison de signaler l'article de Jérôme Bourbon. J'irai même plus loin. Si dans cette affaire, des gens doivent être poursuivis, ce ne sont pas les révisionnistes, mais les gardiens de la mémoire. En effet, l'ouvrage officiel de l'Association nationale des familles des martyrs d'Oradour-sur-Glane reste celui intitulé « Oradour, vision d'épouvante ». Dans la conclusion, l'un des auteurs lance « Les Allemands se distinguent des autres peuples par un goût délirant de la torture, de la mort et du sang ». N'est-ce pas, madame, le genre de message que votre organisme a pour mission de dénoncer ? Mais j'entends déjà votre réponse. À Oradour, direz-vous, le discours a changé. Depuis bien longtemps, on établit une différence entre les Allemands et le nazisme. Au centre de la mémoire d'Oradour, c'est le nazisme qui est dénoncé, pas l'Allemagne et encore moins les Allemands. En contestant ce crime de guerre, l'objectif de Bourbon apparaît donc clairement. Il veut réhabiliter les assassins et, à travers eux, une idéologie raciste et antisémite. Voilà pourquoi la DILCRA se devait de signaler l'article. C'était conforme à sa mission. Dans un premier temps, madame, je vous rappellerai qu'en 1952, l'URSS refusa de rouvrir le dossier de Katyn. En guise de justification, elle prétendit que contester la thèse officielle ne pouvait avoir que pour seul but de réhabiliter les criminels hitlériens considérés généralement comme étant responsables de ce massacre. Dans cette affaire toutefois, les hitlériens étaient vraiment innocents. Les soviétiques le savaient. Voilà pourquoi, fuyant le terrain du vrai et du faux en matière d'histoire, ils adoptèrent un discours intimidateur. Comment ? Souhaiteriez-vous réhabiliter les nazis ? Intolérable ! Donc, nous ne rouvrirons pas le dossier. C'est la rhétorique habituelle du menteur qui craint d'être démasqué. Ne tombez pas, madame, dans ce piège éculé. Vous m'objecterez que l'histoire d'Oradour est confirmée par les conclusions d'un procès au cours duquel les accusés ont reconnu le crime, même s'ils ont tenté de diminuer leur responsabilité personnelle. Méfiance, madame. Fin 1945, lors d'un procès organisé à Leningrad, des officiers allemands reconnurent la culpabilité des nazis dans les massacres de Katyn. Ce genre d'aveu, l'histoire en est pleine, surtout lorsque la raison d'État est en jeu. Certes, je n'accuse pas les autorités françaises d'avoir organisé un procès stalinien. Dans mon ouvrage, je parle d'un procès truqué. Déjà parce qu'on y découvre des carences incroyables, à commencer par le refus d'étudier la matérialité des faits. Si l'on en croit la thèse officielle, les Waffen-SS auraient incendié l'église après avoir mitraillé les femmes et les enfants. La violence du feu aurait permis de réduire en cendres des dizaines voire des centaines de corps. Or, comment expliquer que, dans ce bâtiment transformé en four crématoire géant, un confessionnal en bois léger ait pu demeurer intact? Cette brochure, parue peu après le drame, parlait d'un phénomène extraordinaire, disons plutôt miraculeux, car le rayonnement thermique d'un incendie généralisé aurait porté le bois à sa température d'ignition. Soit donc il faut croire au miracle, c'est-à-dire à la suspension des lois physiques, soit il faut admettre que la thèse officielle de la destruction par le feu est fausse. Placé en face de ce dilemme inconfortable, le tribunal chargé de juger les Waffen-SS a choisi d'éluder la question. Et ce n'est pas fini. À cela s'ajoute le rapport d'un ingénieur qui inspecta Oradour peu après la tragédie. Il souligne « On a retrouvé dans l'église des corps que la mort a surpris dans une attitude normale ». Ce constat s'accorde avec l'explosion subite qui surprit les femmes et les enfants rassemblés dans la nef. À propos de ce rapport, le concepteur du Centre de la mémoire d'Oradour écrit «
Daté du 23 juin 1944 et rédigé immédiatement après le drame, il est le témoignage d'une personne disposant d'une culture scientifique. L'auteur, Jean Pallier, était donc un témoin capital. Or, que lit-on ? Jean Pallier n'a pas été interrogé au cours des enquêtes de police, ni appelé à témoigner lors du procès des Waffen-SS. Il avait quitté la France pour travailler en Indochine. L'explication est inepte. Jean Pallier pouvait être interrogé à distance via un questionnaire. Au procès, en outre, il pouvait prendre l'avion et venir déposer. Seulement voilà, son rapport était si gênant pour la thèse officielle que la police et le tribunal écartèrent le témoin. Ce n'est pas le seul. Dès 1945, on connaissait le récit de Madame Lang. Le jour tragique, elle et son mari s'étaient cachés dans un jardin. Plus tard, elle raconta « Un bruit épouvantable éclate dans la direction de l'église qui était à quelques dizaines de mètres de nous. Détonation sur détonation se succèdent, suivies d'une immense clameur et de cris effrayants. » Sachant que les Waffen-SS venus à Oradour ne disposaient pas d'explosifs puissants, ce témoignage laissait entrevoir l'existence d'un dépôt clandestin de munitions aménagé sous les combles et dans le clocher par le maquis local. Mais la thèse officielle voulait qu'Oradour fût un village parfaitement tranquille, où chacun s'occupait uniquement de son petit commerce ou de la culture de ses terres. Par conséquent, le récit de Madame Lang ne fut pas repris ailleurs. En particulier, l'ouvrage Oradour Vision d'épouvante fut republié dans une version peu différente par le service de recherche des crimes de guerre ennemis. Le témoignage de Madame Lang aurait dû figurer ici. Il a été remplacé par un autre texte qui ne parle pas d'explosions en série. Le concepteur du Centre de la mémoire d'Oradour ajoute « Les époux Lang n'ont pas été auditionnés par la police et la justice. » C'est clair, pendant l'instruction puis au procès des Waffen-SS d'Oradour, les témoins et les documents gênants pour la thèse officielle furent écartés. Ce fait, le président de la République Vincent Auriol s'en était lui-même aperçu. À l'église, il avait également noté l'absence de traces de suie et la préservation des boiseries. Mais il y avait la raison d'État. Cette raison fit qu'avant même l'ouverture du procès, les accusés étaient déjà désignés comme les coupables. Les débats ne devraient servir qu'à mesurer leur degré de culpabilité. Soumis à cette pression irrésistible, les anciens Waffen-SS choisirent la seule stratégie possible. Loin de contredire le récit élaboré par la résistance, ils se contentèrent de minimiser leurs responsabilités individuelles. En échange, ils reçurent des peines clémentes comparées aux massacres dont ils auraient été les complices actifs. De plus, ces peines ne furent pas exécutées. Les condamnés bénéficièrent soit d'une amnistie immédiate, soit de réduction de peine. En 1959, tous avaient retrouvé la liberté, y compris les 2 condamnés à mort. Pourquoi ce procès truqué ? Autrement dit, pourquoi ce refus de découvrir la vérité ? Parce qu'il s'agissait d'un procès politique, c'est-à-dire un procès d'où devait sortir non pas la vérité historique, mais un récit servant à condamner l'hitlérisme. En 1944, Oradour avait servi à justifier l'écrasement de l'Allemagne. Cet éditorialiste, par exemple, lança « Le Boche sanguinaire ne connaît pas ses sentiments de calme et de pardon, trop humains pour lui. Le cadre lui importe peu. Quand il veut du sang, rien ne l'arrête. Digne fils d'Attila, il nous montre quel abîme sépare sa barbarie sans nom de notre civilisation. Il nous trace aussi un devoir impérieux, son écrasement total, définitif. » Une fois la victoire acquise, Oradour servit à condamner l'hitlérisme pour l'éternité. On lisait, les SS avaient pour mission d'exterminer Oradour. Ils ont obéi sans hésiter. Voilà ce qu'il ne faut pas oublier. Voilà qui condamne à jamais la doctrine barbare qui a fait de 20, 30, 50 ou 80 millions d'Allemands des automates bons à toutes les besognes. 3 jours plus tard, dans un article intitulé Auschwitz-Oradour, un hebdomadaire juif déclara « Nous voulons que partout les vestiges de l'hitlérisme soient anéantis, et pas seulement en Allemagne, chez les neutres et dans notre propre pays. Nous voulons que nulle liberté ne soit laissée aux ennemis de la liberté. Le nazisme comme l'antisémitisme doit être tenu pour un crime contre la nation et contre la République, une atroce maladie dont il faut dénoncer les symptômes et abolir les traces. » 3/4 de siècle plus tard, le discours n'a pas changé. À plusieurs reprises, le directeur du Centre de la mémoire d'Oradour, Richard Jezierski, a déclaré que l'établissement devait être un lieu antifasciste. Voilà pourquoi, pas plus aujourd'hui qu'hier, les gardiens du récit officiel ne veulent la vérité historique. Tout ce qu'ils cherchent, c'est à maintenir de force une vérité politique.
Dès 1950, les milieux issus de la résistance avaient demandé l'interdiction de tout révisionnisme sur Oradour. 67 ans plus tard, ils ont obtenu satisfaction. Le 27 janvier 2017, la loi anti-révisionniste française fut étendue à certains crimes de guerre, dont celui d'Oradour. Jérôme Bourbon sera sans doute le premier à en faire les frais. Face au tribunal, s'il tente de démontrer la véracité de ce qu'il a écrit, les juges répondront « Peut-être, mais ce n'est pas notre problème. Vous contestez un crime de guerre qui a été jugé. Cela nous suffit pour entrer en voie de condamnation. » Le récit officiel mais mensonger du drame d'Oradour est donc désormais protégé par la loi. Le contesté sera sanctionné d'amende et pourra mener en prison. Dans un tweet, Madame Élyséon, vous avez lancé « Ne me raconte pas d'histoire sur mon histoire ». Ce cri, vous le mettez dans la bouche de métissés africains, d'Indiens, de Chinois, d'Arabes et de Comoriens. Et les Blancs, madame, qu'en faites-vous? N'ont-ils pas, eux aussi, le droit qu'on ne leur raconte pas d'histoire sur leur histoire? Moi, je le crois. Et parce que je le crois, alors j'applaudis le courage d'un Jérôme Bourbon qui a relayé mon travail sur Oradour. J'espère pouvoir republier mon livre avant son procès. Ce sera notre meilleure réponse à la répression. Car la vérité, elle, n'a nul besoin des tribunaux. Elle s'impose et se maintient parce qu'elle est conforme à la matérialité des faits, ce qui la protège des critiques adverses. Voilà pourquoi celui qui défend la vérité reste ouvert à la libre discussion. Seul le menteur inquiet se réfugie dans les jupes de la justice pour interdire le débat et faire taire les voix dissonantes. Ne vous rendez pas, madame, complice des menteurs inquiets.